incroyable. Quel match. C'est dingue. Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve ce soir pour le débrief d'avant-match. Cette fois-ci, pas du PSG. On va changer un peu. Ça va être Barça-Real. Parce que bon, c'était le Classico. Et comme le Barça peut se retrouver potentiellement en finale de LDC, le PSG aussi, je me dis que c'est intéressant. Et en plus, c'est un grand match que tout le monde va regarder. Donc bon, ça reste intéressant de le commenter quoi qu'il en soit. Donc je me dis, cette fois, je le ferai. Et si ça vous intéresse aussi, je le ferai aussi pour les derniers matchs qui restent de la fin de cette saison, par exemple. Bologne contre l'Inter Milan en Coupe d'Italie, ou que ce soit aussi après justement le match retour PSG Arsenal, LDC match retour. Il y aura Liverpool-Arsenal aussi. Donc si ça vous intéresse que je commente tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Ou même, je sais qu'il y a certains de mes proches qui vont regarder la vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire directement en message privé si vous voulez directement. Mais sans plus tarder, parlons directement de ce match, les gars. Il était incroyable. Passons directement à l'introduction de ce match, à l'introduction de cette vidéo pour ce match, ce débrief. C'est parti. Directement, on va commencer par parler des compositions d'équipe côté Barça, ensuite côté Real. On va ensuite attribuer des tops et des flops globalement au match, pas forcément par équipe. Puis ensuite, on parlera de l'entame du match, comment ça s'est passé petit à petit, pourquoi ça s'est passé de telle ou telle façon, ce qu'il y a eu des tournants dans le match ou pas. On en parlera. Donc, on va démarrer directement par les compositions d'équipe. Je vais les afficher et en même temps, je les lis. Alors, on a côté Barça, au cage, on a Chesney, c'est un 4-2-3-1 classique. À gauche, tu as Gérard Martin parce que justement, Alejandro Balde, on le sait, il est blessé. Inigo Martinez, coparti en défense centrale. À droite, évidemment, tu as Koundé. Très important dans ce match, Koundé. Au milieu de terrain, tu as De Jong, tu as Pedri. Devant, tu as Olmo. À droite, tu as Yamal. À gauche, tu as Rafinha, évidemment. Et en neuf, comme Lewandowski est blessé, tu as Ferran Torres. Et un peu, on va dire, c'est une classique côté Real Madrid de base. Mais bon, il applique plus trop ces derniers temps Carlo Ancelotti. C'est leur sorte de 4-4-2, 4-2-2-2, je sais pas comment appeler ça. Mais en gros, tu as Courtois au cage, ça bouge pas. Ensuite, en défense, tu as Vasquez à droite, Raúl Asensio, défense centrale avec Rudiger et Ferland Mendy à gauche, qui a dû sortir très vite. On va en parler juste après. Milieu de terrain, t'as Tchouaméni, Valverde, Ceballos aussi, et Bellingham devant un peu. Et ensuite, on va dire électron libre, t'as Vinicius Junior et Rodrigo. Et on va en parler aussi de Rodrigo sorti à la mi-temps. Bon, un peu plus tard que Ferland Mendy quand même, mais ça a son importance. Bon, avant déjà, il faut rappeler le contexte de ce match. C'est une finale de Coupe du Roi. Ça se joue à Séville, donc on va dire en terrain neutre quand même. Et évidemment, c'est un classico, donc il y a forcément la rivalité qui est revenue quand même à son plus haut niveau depuis pas mal d'années quand même. Et évidemment, il y a aussi le contexte de la pression du côté du Real Madrid ces derniers jours, ces dernières heures, au sujet de l'arbitre. J'ai pas exactement bien compris pourquoi, honnêtement. Je sais qu'en gros, ils ont dit que l'arbitre il était contre eux, qu'il a cité certains propos et tout injurieux envers eux, mais quoi exactement, j'ai pas réussi à bien savoir, ou même en faisant des recherches, j'ai pas bien compris. Peut-être que parce que j'ai pas les ressources espagnoles directement, mais bon, en tout cas, voilà, ils ont fait une pression, ils ont dit ouais, on jouera pas le match. Après, ils ont finalement dit si, on va jouer le match. Ça partait un peu dans tous les sens, mais on a compris qu'ils semaient le doute par rapport à ça. Ils mettaient un peu une pression qui est pas bonne, parce que la pression, tu peux la mettre à ton adversaire, ça c'est une chose, mais la mettre à l'arbitre, je comprends pas. T'as pas deux ennemis normalement dans le match. T'as juste l'équipe en face de toi, et t'as toi à gérer, c'est tout, ça s'arrête là. T'as pas à gérer si, ça, comment ça se passe. Tout se passe bien, ça on le sait. T'as pas besoin de faire ça. Et forcément, quand t'en rajoutes, quand tu fais des choses, t'es là à dire ouais, mais en fait, l'arbitre il va être contre nous. Bah forcément que l'arbitre, on l'a vu pendant le match. Parfois, il tirait la tronche. Voilà, il était pas content. Ça va se retourner contre toi si tu le dis d'avance, si tu es là à mettre déjà une pression qui n'est pas forcément présente en fait. C'est peut-être dans leur tête, ou peut-être que ça existe vraiment, je sais pas, le football à l'espagnol, l'arbitrage à l'espagnol, on sait que c'est différent un peu. Mais là, comme ça, l'instaurer comme ça, c'est pas bon. Je trouve que ça amène rien de bon, honnêtement. Bref, on va essayer de faire un débrief assez court, comme ça je vous casse pas la tête et moi-même, c'est comme ça après je dors tranquillement. D'ailleurs, le débrief, finalement, il arrivera quand même. Le débrief, puisqu'on me l'a demandé. Le débrief PSG Nice arrivera. J'ai pas pu regarder ce match en entier malheureusement, donc je vais quand même essayer à l'aide du résumé du match, tout ça, essayer de vous faire une vidéo. Je pense qu'elle sera beaucoup plus courte. Peut-être elle fera moins de 10 minutes, très certainement même. Mais comme ça au moins vous avez un petit avis et je la sortirai quasiment en même temps que l'avant-match Arsenal PSG, pardon. J'en perds mes mots. Donc déjà avant le match, on avait la statistique. Là, on l'a finalement. Elle s'est concrétisée, mais on savait que Hansi Flick, le coach du Barça, n'avait jamais perdu une finale de sa carrière d'entraîneur. Il avait fait un 6 sur 6 jusqu'ici. On se demandait justement s'il avait fait 7 sur 7. Je me suis dit, bon,
Ce genre de stats, parfois, j'aime pas trop parce que ça veut un peu tout et rien dire. C'est pas forcément les mêmes équipes, c'est pas forcément dans les mêmes années, les mêmes périodes. Mais en vrai, on voit que ça porte ses fruits et de toute façon, ils étaient favoris, le Barça, honnêtement. Donc, en vrai, 7 sur 7, c'est incroyable. La statistique, je vais vous la mettre sur un côté, mais de toute façon, en plus, il a remporté que des grands trophées à chaque fois. Donc, c'est incroyable. C'est pas juste il remporte le trophée des champions, la super coupe de je sais pas quoi. Il a ça, il a des Ligues des Champions, il a la Coupe d'Allemagne, Coupe d'Espagne maintenant, il a tout. C'est incroyable. Et vraiment, ça à mettre à son honneur parce qu'il s'en donne les moyens aussi flic pour réussir. Et bon, le point commun entre tous les trophées qu'il a gagnés, c'est à chaque fois il y a Lewandowski. Cette fois, il était blessé, mais quand même, ça montre que Lewandowski a quand même son importance dans tout ça, dans, comment dire, la jeune carrière d'entraîneur de Hansi Flick. Donc voilà, avant l'entame de match, on pouvait se demander est-ce que le Real Madrid va vraiment faire une saison blanche? C'est un peu bon, marrant à faire la blague, voilà, saison blanche, on sait que voilà, ils ont le maillot blanc, tout ça, mais on se demandait, parce que ok, là, ils sont éliminés de Ligue des Champions, la Super Coupe, il avait déjà perdu contre le Barça. Là, ce trophée-ci, c'est en un match, donc ils peuvent le gagner potentiellement, sachant que Carlo Ancelotti, il a recommencé à mettre son 4-4-2, comme je vous ai dit, un peu bizarre, et ça commence un peu à remarcher avec. Est-ce qu'il va retenter le coup? Est-ce qu'ils vont gagner quand même grâce à ça, même si ce sera un match moche de leur part? Et en fin, on voit que finalement, ouais, c'est en train d'être le cas. Peut-être que certainement, il y a beaucoup de chances qu'ils perdent aussi la Liga. Donc on se dit, waouh, le Real Madrid, quand même, qu'est-ce qui se passe de leur côté en fait? Et quand on change justement, on voit de l'autre côté, on voit que le Barça, bon, eux, ils sont justement, ils ont énormément de chances de gagner la Liga. Ils sont très bien partis pour la Ligue des Champions, pour aller au moins en finale, même si bon, c'est pas gagné contre l'Inter et potentiellement derrière Arsenal au PSG. Et même, ils ont déjà aussi gagné la Super Coupe, même si bon, c'est une coupe, coupe des coupes, j'ai envie de dire un peu. Mais bon, ils l'ont quand même gagné au final. Et on se demande, ouais, est-ce qu'ils vont aussi faire la même chose pour la Coupe du Roi? Ouais, pareil, ils l'ont gagné. Donc, en fait, le Real Madrid, pardon. Le Barça, pour l'instant, c'est très, très, très fort. Et ces deux trophées, c'est très bien, mais on sait qu'ils en veulent encore plus. Ils sont très fins. Donc, à voir ce qui se passera pour la suite. Mais pour l'instant, le Barça, c'est vraiment fort et il se relâche pas. Parfois en Liga, certes. Mais sinon, globalement, jusqu'ici, c'est très, très régulier, le Barça. Et même leurs joueurs sont réguliers. C'est pour ça qu'ils arrivent à maintenir à chaque fois ce niveau-là. Ok, parfois ils font des changements, parfois il y a tel ou tel joueur qui joue, Gérard Martin par exemple quand Baldé est blessé, mais globalement l'équipe reste la même, les titulaires sont les mêmes, le 11 est le même, et ça marche chez eux, bizarrement, contrairement au Real Madrid, donc bon, peut-être qu'il y a des choses à améliorer côté Real Madrid, et qu'ils devraient prendre exemple justement sur leur rival. Donc ça ok, c'est pour le contexte, mais pour parler concrètement du match, j'ai noté que dès le début du match, jusqu'à, en fait, toute la mi-temps en fait, du début jusqu'à la mi-temps, le Barça ont fait que pousser, pousser, pousser. Vraiment, ils ont dominé cette première mi-temps. Elle était à eux. Si on devait commenter uniquement sur la première mi-temps et le match s'arrêtait là, moi je dis Barça est vainqueur. En dehors du score, on s'en fout. Mais le Barça a clairement dominé, donc c'est normal que cette première mi-temps, elles soit en leur faveur. Déjà là-dessus, rien à dire, ils sont super bien joués. Comme je l'ai dit également dans mon TikTok, que ce soit Pedri, que ce soit De Jong, que ce soit Koundé, vraiment, ils ont été super forts, c'est incroyable. Je pense que c'est aussi dû au fait que justement Lewandowski par exemple il n'était pas présent, donc il y a plus de joueurs par exemple qui ont pu se permettre de montrer on va dire leur leadership. On sait que c'est déjà des leaders, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont là. Je pense que c'est les trois que j'ai cités, ça fait au moins 5 saisons qu'ils sont présents. Peut-être pas Koundé, ça doit être sa quatrième, mais ils sont vraiment très forts, à chaque fois ils poussent. Et justement quand t'as pas Lewandowski, quand t'as pas Monsieur Statistique qui est là, t'es obligé quand même d'en faire encore plus et de te montrer dans ce genre de match. Et tant mieux, ça a payé. Donc ça a aussi du bon en fait, de voir que d'autres joueurs peuvent prendre la relève quand t'as pas le boss qui est là pour à chaque fois te permettre de gagner des matchs, avec aussi Rafinha, on en reparlera de Rafinha vraiment, c'est un cas à part sur ce match-là, mais même il l'a mis à mal et tout, il a très bien joué, mais voilà, t'as aussi d'autres joueurs et c'est très bien pour eux pour se dire, ok, on a d'autres joueurs, on a d'autres possibilités, quand Lewandowski est pas là, on a des choix qui s'offrent à nous pour pousser, pour gagner un match quand même. C'est pas juste là, à chaque fois les attaquants qui vont faire les stats et les joueurs derrière, ils sont juste là à défendre, à passer le ballon, même s'ils le font très bien. Y a rien à dire là-dessus. Mais quand même, ils font encore plus que ça. Et ça, c'est incroyable. Tant mieux pour eux. Mais respect pour ces joueurs, pour cette équipe, elle est incroyable. Vraiment, ça, il faut le dire. Donc, comme j'ai dit, au début du match, directement, tu as Ferland Mendy qui se blesse, pardon. Et en vrai, il n'y a pas eu beaucoup de changements entre quand il était là et quand Franck Garcia est rentré. Même si je pense que quand même, sur 90 minutes, à force, ça doit faire un changement forcément. Mais au début, quand il y a Ferland Mendy et que Franck Garcia rentre, on ne remarque pas direct une différence. On se dit, ok, là, ils sont beaucoup plus en train d'exploiter un ballon côté barcelonais. Même si c'est vrai que justement, ce premier but, il vient du côté droit et du côté gauche, du côté des Madrilènes, où justement Lamine Yamal fait une passe et Pedri met ce banger. C'est très rare qu'il met des buts comme ça et tant mieux, je suis très content pour lui parce que tout le monde dit qu'il fait une très très bonne saison, que c'est un joueur vraiment qui mériterait d'être le Ballon d'Or, qui est top 3 des meilleurs joueurs du monde actuellement.
Et quand je vois qu'il met ce but, c'est incroyable. Même si sur ce match, honnêtement, Frenkie de Jong, il m'a beaucoup plus marqué. Pedri fait pas un mauvais match, je vais pas non plus être de mauvaise foi, mais c'est vraiment Frenkie de Jong qui m'a beaucoup plus marqué, qui était beaucoup plus là à faire la différence, qui tout le temps faisait des bonnes passes, des bons contrôles, des bons dribbles. Vraiment, il était partout sur ce match, Frenkie de Jong. Ça m'a beaucoup marqué. Mais il y a deux nuances à apporter quand même au côté Barça sur cette première mi-temps, même s'ils ont très bien joué. Faut rappeler que Rafinha, il y a un moment, il fait une passe qui est pas très bonne. Une passe où il fait la même chose, il me semble, il y a quelques journées de ça. Je sais plus si c'est en Liga ou en Ligue des Champions. C'est en Liga, en Ligue des Champions, pardon. En Ligue des Champions, contre Dortmund, il fait une passe magnifique qui est millimétrée. Et derrière, c'est Lewandowski, il me semble, qui justement la met contre Dortmund. Et cette fois, il fait la même passe. Je sais plus c'est quel joueur qui est devant, mais il la rate totalement. Ça passe à côté. Après, il a un but également en tout début de match. Il le met pas. Et vraiment, son début de match, en tout cas, il était nul. C'est littéralement ce que j'ai noté. Rafinha nul, rate tout. Et c'est littéralement le cas. Donc c'est bien. Il se procure des occasions. Moi, j'aime beaucoup les joueurs qui se procurent des occasions, qui sont là énormément tentés, comme un Vinicius, par exemple. Et quand Rafinha il fait ça dès le début du match, tu vois qu'en fait, il y a l'équipe, j'ai l'impression, et t'as Rafinha à côté. Je veux pas dire que non plus, ils sont Rafinha dépendants ou quoi, parce qu'au final, ils ont gagné le match et tant mieux. Mais Rafinha lui a manqué un truc dans ce match-là. Peut-être que justement, c'était trop de pression, il y avait trop d'attentes parce que justement, Lewandowski n'est pas là. Il y a Lamine Yamal qui est beaucoup plus jeune que lui. Donc peut-être qu'il s'est dit, ok, c'est à moi de prendre les choses en main et qu'il n'a pas réussi à tenter. C'est dommage, mais bon, au final, ça leur fera quand même de leçons. Il en ressort grandi parce qu'ils ont gagné le match. Donc espérons qu'il en ressorte vraiment grandi, comme j'ai dit, mais ça aurait pu être très dangereux sur ce match-là, parce qu'il y a tellement de fois il peut marquer. Ce match, il se finit 3-2, mais si Rafinha il réussit ses occasions, ce qu'il fait habituellement, justement, il stat énormément, ce mec, même si c'est pas juste un mec de stats. Mais ce match-là, au lieu de se finir 3-2, il aurait pu, et peut-être même qu'il aurait dû se finir 5-2, par exemple. Si Rafinha il met ses buts dès le début du match, le Real, tu les enterres direct, en fait. Ils reprennent pas confiance et on sait que c'est fini pour eux, en fait. Mais bon. Il lui a manqué ce petit quelque chose. Je ne sais pas si c'était un problème de confiance, juste d'efficacité, de réussite, mais il n'a pas réussi sur ce match-là, malheureusement. Et aussi Courtois a été vraiment excellent sur la première mi-temps. Pas que, mais là, pour parler de la première mi-temps, il a été très fort. Ensuite, l'entame de seconde mi-temps, elle n'est pas pareille, parce que tu as Mbappé qui rentre directement à la place de Rodrigo. Et le Real Madrid, à ce moment, je me demande, est-ce qu'il ne se tirerait pas une balle en justement faisant ce changement? Je me dis, est-ce que c'est le game changer ou justement c'est le flop changer, on va dire, parce que Rodrigo, on sait, normalement, il apporte plus, même si là, c'est dans cette compo un peu bizarre, comme j'ai dit, spéciale. Est-ce que ça va pas tuer le match, le fait de faire rentrer Mbappé, bon, blessé, tout ça, qui revient? C'est pas le problème, mais je me dis, ça va être chaud, est-ce que dans le jeu, ça va bien se passer, ils vont bien faire les choses et tout? Ou justement, où il va tout rater, ça va mal se passer, ils vont mal s'entendre avec Vinicius, il va y avoir justement, comme on en parle depuis le début de saison, ce problème d'ego. Et non, finalement, ça s'est très bien passé, donc là-dessus, rien à dire, bravo Ancelotti. Justement, les tendances s'inversent entre le Real et le Barça, même les rôles s'inversent, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus un Real qui est dominant à partir du moment où Mbappé rentre. Et le Barça sont un peu en train de patienter, en fait. Ils sont attentistes. Et j'ai l'impression qu'ils veulent juste un peu conserver le score à ce moment. Je comprends pas trop, mais bon, je dirais pas non plus qu'ils ont fait que défendre. Mais en tout cas, ils attaquent pas. C'est ça le problème. Donc, c'est normal que forcément le Real a beaucoup plus d'occasions, ils prennent la confiance et ils commencent à faire des tirs et ils ont justement des coups de pied arrêtés. Et justement, là c'est le premier, on peut vraiment le dire concrètement parce que là c'est officiel, c'est le cas, il n'y a rien à dire là-dessus. Mbappé a mis son premier but sur coup franc. Vraiment, bon après c'est un poteau rentrant, tout ça, ça n'a rien à dire, ok d'accord. Mais bien joué à lui, il fallait le mettre et surtout dans un grand match comme ça, un match à pression, il a réussi à le faire donc c'est bien joué pour lui. Et justement, après ce but, tu as aussi l'enchaînement, ils prennent vraiment confiance, même si tu sens que après ce but-là, le Barça reprend confiance et ils se disent, allez les gars, il faut se réveiller, il faut retenter, il faut encore pousser. C'est très bien de la part des Barcelonais de réagir comme ça, mais tu as le Real qui continue à pousser, qui font des tirs, et c'est un autre coup de pied arrêté qui arrive cette fois-ci sur corner. Ensuite, il le tire, et tu as Tchouaméni qui met ce but de la tête. C'est malheureux parce que tu te dis, ah, quand même, le Barça, ils sont en train de faire un bon match. C'est dommage qu'ils se prennent 2 buts comme ça, coup sur coup, à même pas 10 minutes d'écart. Mais bon, ils continuent à pousser, ils perdent pas la confiance. Et tu vois qu'à partir de ce moment, justement, c'est le Real, cette fois-ci, quand eux sont en avantage. Et c'est là qu'on voit la différence avec le Barça. C'est qu'eux, quand ils sont en avantage, directement, ils mettent le bus derrière. Ils sont tous là à défendre, ils mettent ce but, ils se disent, ok, il reste 20 minutes et après on est champion. Même pas, il reste moins de 20 minutes, il reste 10-15 minutes et après on est champion. Du coup, ils mettent le bus. Derrière, tu as le Real qui fait que pousser, le Barça qui fait que pousser. Forcément, au bout d'un moment, qu'ils vont remarquer. Quand tu as les qualités du Barça, tu as des joueurs comme ils ont au Barça,
forcément qu'au bout d'un moment, tu vas marquer. Donc bon, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Le Real Madrid, ils savaient que ça allait arriver. Au contraire, autant jouer ton jeu, autant faire plaisir à tes supporters, quitte à te prendre un but, puisque tu vas t'en prendre un dans tous les cas, tu le sais pertinemment, que faire ce qu'ils ont fait pendant ce match-là. Je comprends pas. Ils allaient se le prendre, ils le savent très bien. Pourquoi ils ont essayé, pourquoi ils ont tenté comme ça. C'est un jeu bête. Ils se sont pris à leur propre piège. Et c'est tant pis pour eux, franchement. Tant pis pour Carlo Ancelotti, il aurait pas dû. Franchement, il aurait pas dû. Je comprends pas. Quand tu sais qu'en plus, tu es sur la sellette comme ça, tu sais que tout le monde parle de potentiellement être viré après ce match-là. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il a pas. Déjà que tu mets une compo qui est un peu chelou, mais vas-y, ça, c'est ta façon de faire. En plus de ça, tu joues comme ça après ce but. Ça veut dire tous les joueurs ont directement commencé à défendre. Donc, ça veut dire que c'est clairement une consigne du coach. Pourquoi il a donné cette consigne? Pourquoi il s'est dit, ok, d'accord, on a mis 2 buts, c'est excellent, il a travaillé les coups de pied arrêtés, j'en doute pas là-dessus. Mais autant jouer ton jeu, n'arrête pas comme ça directement, c'est bête, c'est dommage. Et jusque quelques secondes encore après le but, justement là, Rafinha, je l'ai noté, il continue jusqu'à la 81e minute. Rafinha ne lâche pas, il continue de faire un match super nul. Vraiment, j'ai écrit Rafinha décevant, il fait rien de bon. Vraiment, t'as l'impression, l'équipe du Barça a globalement très bien joué, ils ont tenté des choses, parfois ratées, parfois réussies, ça c'est autre chose. Mais Rafinha, globalement, il était en dehors. Les seuls moments où on lui faisait des passes, tout le temps, il était en train de rater. Donc je pense au bout d'un moment, peut-être que c'est de lui-même. Il s'est dit, ok, je vois que je réussis pas le match. Et du coup, il a un peu plus fait des passes. Il a essayé de faire tourner la balle. Mais dès qu'il avait le ballon, même si c'était pas forcément des tirs, Rafinha, c'est pas un joueur qui pense qu'à lui. Même quand il fait des passes, il essaie d'être généreux, ça marche pas. Donc bon, j'ai pas compris. Et je comprends pas pourquoi un Flick l'a laissé. Je sais qu'il lui fait énormément confiance, mais tu fais rentrer Olmo, et je vais vous mettre un screen à l'écran où Olmo, quand justement tu le fais sortir, pardon, et il baisse la tête, il est très énervé parce qu'il sait qu'il n'est pas censé sortir. À ce moment-là, moi je me suis dit que ça allait être Ferran Torres le changement. Pas du tout. À un moment, il change aussi, justement, Ferran Torres, il fait rentrer pas au Victor, mais Rafinha, il l'a laissé pendant tout le match, il me semble. Je comprends pas comment tu peux le laisser même jusqu'au prolong. Je comprends pas. Rafinha aurait dû sortir avant. Même si, ok, c'est le genre de joueur, il peut te faire un éclat, il peut sortir un match d'un coup incroyable, il peut sortir un but qui vient de nulle part, mais t'as déjà Lamine Yamal pour ça. Ok, Lamine Yamal, peut-être tu veux pas lui mettre toute la pression, mais dans ce cas-là, t'essayes de garder Olmo. Olmo, c'est un grand joueur, il a aussi gagné l'Euro, c'est pas n'importe qui. Il te faut des joueurs de statut de leader, on va dire, leader technique, ça je peux le comprendre. Des game changers, justement. Mais dans ce cas-là, tu mets Yamal, tu mets Olmo, tu changes un peu la compo, tu fais quelque chose. Olmo, tu peux même le mettre faux neuf, tu fais rentrer un milieu tranquillement, comme il a fait rentrer Fermin Lopez, ok. Mais Rafinha, tu le changes, tu mets pas lui. Tu peux même mettre Pedri à gauche, justement, et après tu fais rentrer un autre joueur, qui que ça soit, peu importe. Mais pourquoi tu le laisses? Je comprends pas. C'était trop risqué en fait. Tu vois qu'une fois, deux fois, trois fois, à partir de, je sais pas, la 70e minute, 75, 80, allez, tu le fais changer normalement. Tu le gardes pas comme ça. Je comprends pas pourquoi Hansi Flick s'est cassé la tête avec ça. Et vraiment, on voit que ce match-là, bon après c'est une finale, vous me direz, c'est normal, mais c'était vraiment un duel d'entraîneurs. C'était Carlo Ancelotti contre Hansi Flick. Et les deux ont fait des erreurs en plus. C'est ça qui est intéressant, mais quand même, ça a payé. À certains moments, ça a vraiment payé. Et bravo là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est peut-être pour ça qu'ils sont entraîneurs, c'est peut-être pour ça qu'ils gagnent des trophées. Donc bon, bravo à eux au final. Et après, finalement, tu as ce but en contre-attaque qui vient quand même de Ferran Torres. Il marque dans les cages vides, contre-attaque. Parce qu'ils poussent. Ils ont fait que pousser. Évidemment que forcément, au bout d'un moment, le Real allait se prendre ce but. Ils le savaient, comme j'ai dit. Et à partir de là, on savait si ça va en prolongation. Moi, je me suis dit, à la limite, si ça va au tir au but, peut-être que le Real a ses chances. Mais si ça va aux prolongations, le Barça a encore ses chances. Le Barça est encore favori. Pour moi, ça ne bougeait pas. Là-dessus, on a vu, les joueurs ils continuent à cavaler. Même si Bellingham, par exemple, du côté du Real Madrid, je l'ai noté aussi, vraiment, il a été très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il a encore poussé, il était là. Il lâche rien, c'est un guerrier. Mais côté Real, Barça, justement, c'est toute l'équipe qui avait encore du coffre. Toute l'équipe qui était encore là à pousser. Même Pedri, par exemple, à un moment est sorti. J'ai pas compris pourquoi. Peut-être parce qu'il était fatigué, j'en sais rien. Mais l'équipe, globalement, elle poussait bien. C'était très bien de l'équipe. Et ils étaient encore favoris, donc là-dessus rien à dire, mais bon. Une fois qu'il y a eu les prolongations, j'ai pas noté grand-chose parce qu'il s'est pas passé grand-chose. J'ai l'impression qu'ils étaient tous dans la contenance. Et justement, j'ai juste noté que le Real est en train de pousser, le Barça est calme. Première mi-temps de prolongation. En seconde mi-temps, t'as justement le but du Barça qui est hors jeu. Et t'as Rafinha, vraiment j'ai noté Rafinha Guez, parti 10 000, je ne sais combien. Rafinha, il a été super mauvais dans le match. Il faut vraiment le dire parce que c'est très rare, vraiment. C'est très rare, il faut être honnête là-dessus, mais Rafinha, ton match, il est affreux. Ton match, il est vraiment affreux, mon frère. C'est incroyable de faire ce match-là. Toute l'équipe a été incroyable. Et vraiment, toi, ta saison, elle est incroyable, on le sait. C'est une saison de ballon d'or que tu es en train de nous faire. Tu as même dit, tu as refusé l'Arabie Saoudite et tu vas refuser l'Arabie Saoudite pour le Barça. Tu as vraiment raison là-dessus.
Mais ton match d'aujourd'hui, ce soir, il a été mauvais. Il a été super mauvais et je pense que c'est le premier à le savoir en fait. Son match, comme j'ai dit, tu as l'impression que tu as 10 joueurs qui sont impeccables. Et tu as Rafinha à côté qui est là, qui fait son match. On ne sait pas pourquoi. Tu as l'impression que c'est un stagiaire. Il est là, c'est son premier match. Il est en prêt au Barça et tout. Parce qu'à personne, c'est un joker hivernal. Il est rentré. Il sait pas trop quoi faire. Évidemment, je le critique parce que c'est son seul match mauvais. Mais il faut quand même le souligner. Parce que c'est très rare pour arriver. Et quand même, tu as de grosses échéances qui arrivent. Justement, tu as ce match mercredi contre l'Inter. Donc, faut pas que ça arrive à nouveau. Là, tu pouvais te le permettre. Heureusement, ton équipe derrière allait gérer, malgré qu'il n'y ait pas Lewandowski. C'était sur toi qu'on comptait globalement, mais tu n'as quand même pas géré. Maintenant, contre l'Inter, si tu fais la même chose, les Barcelonais, ils vont parler en mal de toi et ils auront raison. Et tu seras le premier, encore une fois, à le savoir. Bon, je le tutoie, même s'il ne regarde pas cette vidéo. Je ne sais pas s'il parle français, mais malgré qu'il a joué à Rennes. Mais bon, sur ce match-là, Rafinha, il est censé vraiment faire mieux. Et s'il fait la même chose contre l'Inter, les 2 matchs, si même il fait la même chose en Liga et tout, il continue comme ça, peut-être que le trophée, il peut leur passer entre les mains. Peut-être que c'est le Barça, comme le Real, comme j'ai dit, finalement, qui vont revenir dans cette course au titre et qui vont gagner des matchs. Donc, faut faire attention. Même si Lewandowski n'est pas blessé longtemps, il faut que pendant justement cette courte période de 2 semaines, 3 semaines, il faut que Rafinha il soit là et qu'il gère. Parce que c'est son moment, en fait. Si c'est pas maintenant qu'il le fait, il y a quasiment personne, en fait, qui peut l'assurer comme ça. C'est quoi, tu vas faire entrer Ansu Fati? Tu peux pas te permettre. Donc, c'est vraiment à lui de gérer et c'est pour ça que j'insiste sur ce joueur. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, je vais même pas mettre de stats puisque là, on va essayer de faire une vidéo assez rapide. Déjà qu'elle est assez longue. Là, je suis à 27 minutes de vidéo. On va essayer de condenser le plus possible. Je veux pas qu'elle fasse plus de 20 minutes. Mais je vais juste finir par les top et flop. En top, du coup, vous l'avez compris, je les ai déjà cités. C'est que des joueurs barcelonais. Je mettrai du coup... quoique, on peut aussi mettre des madrilènes. Mais bon, malgré la défaite, ça va être compliqué. Mais je mettrai du coup Frenkie de Jong, Koundé, c'est sûr aussi, pour son but, ça a été incroyable. Quoique, en fait, on peut mettre Pedri. Soit je mets Pedri, soit je mets un madrilène. Parmi les madrilènes, j'hésite entre Bellingham et Courtois. Courtois a été très très fort. En fait, je regarde pas assez le Barça pour savoir si Pedri a été impressionnant. Puisque Pedri, il me rappelle Vitinha. Et je sais qu'ils sont beaucoup comparés les deux. Ça veut dire qu'il fait un très très bon match. C'est lui qui gère tout. Mais je ne l'ai pas trouvé incroyable. Justement, Frenkie de Jong, il y a tellement de moments où justement c'était lui qui faisait la passe, qui changeait les choses, j'ai l'impression. Pedri a beaucoup tenté ce genre de passe, justement. Mais il n'a pas réussi. Donc, je dirais quand même que... Allez, on va mettre Courtois. Courtois, il le mérite. Il fait une... Franchement... Malgré la saison du Real Madrid, il n'y a pas à dire, Courtois, il fait sa saison quand même. Il est très fort. Donc, je le mettrai. Sinon, en flop, vous l'avez compris, forcément en numéro 1, je suis obligé de mettre Rafinha. Sinon, en autre flop, j'ai hésité, peut-être que je mettrais Vinicius, mais ça peut être méchant. Parce que Vinicius, justement, il a tenté des choses quand même. Il n'a pas réussi, mais bon, c'est dommage. Sinon, je vois pas forcément un flop évident à mes yeux. Je mettrais peut-être l'arbitrage. Peut-être l'arbitrage, et encore, l'arbitrage a été bon. Donc, en soi, pas forcément. Mais je mettrais surtout, vas-y, en deuxième flop, pas un joueur, honnêtement. Même pas quelqu'un qui était sur le terrain ou qui fait partie des 2 équipes, mais l'arbitre. Le commentateur de l'équipe, s'il te plaît, va-t'en, ne commente jamais. En chroniqueur, reste à ta place, d'accord, mais pas en tant que commentateur, ça a été très, très mauvais. Je parle pas de la dame qui commente. Je parle de... Il s'appelle Sébastien, je sais plus son nom. Je vous mettrai un post où, justement, on le critique parce que il a fait que parler de l'arbitrage. Justement, c'est lui le problème, pardon. C'est pas l'arbitrage. C'est rien à voir. C'est ce mec. Vraiment, reste chroniqueur. Reste à ta place, d'accord. Reste dans l'équipe du soir. Reste dans l'équipe de Estelle Denis et tout ça. Mais arrête, s'il te plaît, de commenter les matchs. Je te le demande vraiment. Si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, Sébastien, j'ai plus ton nom de famille, je suis désolé. Mais s'il te plaît, mon Sébastien, arrête de commenter les matchs. Parce que ça a été très mauvais. Vraiment, en fait, quand j'ai vu c'était qui... le chroniqueur, j'avais oublié que c'était lui. Enfin, dans ma tête, c'était quelqu'un d'autre. Et carrément, quand j'entendais la voix, je me suis dit, c'est un homme de plus de 60 ans qui regarde les matchs à l'ancienne, tout ça. Et vraiment, il a fait que de critiquer le match. Enfin, que de critiquer l'arbitrage. Que de prendre parti, dire, oh, vas-y, arrête de faire la chouchotte. Mais allez, si ça, il donnait trop son avis. Ça m'a trop énervé. Vraiment, commente le match. Si tu veux, dis que tel joueur est bon, tel joueur est mauvais, comme je l'ai fait sur Rafinha. Il n'y a aucun problème. Mais arrête de commenter que l'arbitrage. C'est vraiment, en fait... T'as l'impression que c'est quelqu'un qui est à côté de toi, il est au comptoir, il est là, il donne son avis, il connaît pas grand chose au foot. C'est très dommage. J'en suis sûr, ce monsieur connaît beaucoup de choses au foot, il s'y connaît bien plus que moi, que vous, que nous tous. Mais montre-le en fait, montre-le. La commentatrice à côté, elle a tellement relevé le niveau. Justement, elle est très critiquée habituellement, parce que justement, c'est une femme qui commente tout ça, ok. Mais ça a été elle qui a été tellement au-dessus sur ce truc. Vraiment, mec, s'il te plaît, ne commente plus ou alors rattrape-toi, fais quelque chose. Je te regarde directement dans la caméra, droit dans les yeux, parce que il faut que tu fasses quelque chose. Là, c'est pas normal. Ce match-là, t'as tellement, en fait,
c'est un classico, c'est la finale de Coupe du Roi. C'est peut-être un des trucs, l'équipe, tu vois, de plus gros en termes de diffusion. Et toi, t'es là, t'es en train de tuer le match comme ça, à faire des commentaires comme ça. Limite, t'as envie de mettre mute et plus écouter en fait. T'as envie de mettre l'immigré parisien ou je sais pas qui est en train de commenter le match, tellement on n'a pas envie d'écouter. C'était vraiment très très désagréable. Et bref, c'est le seul que je mettrai en flop. J'ai parlé très longtemps sur lui. Là, carrément, on est à 30 minutes de tournage. Bref, les gars, j'espère en tout cas que ça vous plaira. On fera aussi le débrief, comme je vous ai dit. Sûrement que ça arrivera demain après-midi, à peu près le PSG. Ensuite, je ferai aussi également l'avant-match. L'avant-match, ça sortira soit lundi, soit dimanche, à voir. Mais je la sortirai avant mardi. Je vais faire mon possible et je vais essayer de faire une vidéo quand même bien, mais pas si long que ça. Je vais essayer de faire moins de 20 minutes pour l'avant-match, histoire de ne pas faire des vidéos trop longues, que ce soit trop gros à regarder, trop encombrant. Donc on va essayer de faire de son mieux. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson. Merci pour tout. C'était TMK Foot. À plus.